Bonjour, chers étudiants. Je suis Madame Astouros Gay et à la suite de Monsieur Ndiaye et Monsieur Gay, je suis chargé de vous présenter la dernière partie du module 3 qui est le montage financier. Donc aujourd'hui, vous avez pu voir avec Monsieur Ndiaye comment concevoir dès l'instant où vous avez une idée de projet. Vous avez pu voir comment concevoir votre projet et à quelle porte il faut frapper et comment il faut faire, quelles sont les assurances qu'il faut prendre pour pouvoir réaliser ce programme. Vous avez pu voir avec M. Gay tous les aspects techniques pour mettre vie à votre projet. Aujourd'hui, nous allons voir la partie chiffrée parce que c'est vrai, une idée de projet, le projet, c'est d'abord une idée. Ensuite, il faut procéder aux évaluations pour pouvoir savoir comment, dans la réalité, mettre en œuvre ce projet. Voilà. Donc, une fois que vous avez une idée claire de votre projet, il s'agira de faire aujourd'hui les différentes évaluations qui vous permettent de préparer un dossier technique, parce que vous allez forcément présenter un dossier à la banque, vous allez forcément demander un financement à des partenaires. Donc, il faudra présenter un dossier bancable, en tout cas aux yeux des partenaires financiers, pour pouvoir obtenir un financement pour votre programme. Donc, aujourd'hui, nous avons à ce stade, vous avez vu, avec mes prédécesseurs, quels sont les ingrédients qu'il faut réunir pour commencer l'étude d'un dossier du point de vue financier. Donc, à l'issue de tout ce que vous avez reçu comme enseignement et comme accompagnement, vous devez de préparer un dossier technique. Le dossier technique qui fera office de feuille de route durant la réalisation du programme. Vous devez de faire un dossier financier à présenter à votre partenaire qui fera également office de feuille de route et d'outil de pilotage de votre projet. Pour ce faire, la démarche que nous avons, c'est d'identifier toutes les différentes tâches et les différents postes des intervenants dans la réalisation d'un programme. Vous devrez également avoir un dossier juridique qui permettra de renseigner et de rassurer le bailleur par rapport à la garantie que vous lui proposez, par rapport à votre assise financière, par rapport à votre historique, ainsi de suite. Donc, il y a tout un nombre de dossiers qu'il faudra préparer et je pense que vous le verrez autour de cette formation. Alors, dans un premier temps, nous allons répertorier, sans être exhaustif, l'ensemble des intervenants d'un programme immobilier. Donc, je me suis amusé à vous chercher les définitions sur la base du Code de la construction du Sénégal et d'avoir les différents intervenants, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans être exhaustif. Vous avez le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est la personne physique ou morale qui initie et finance le projet immobilier. Donc, il peut s'agir d'un particulier, d'une entreprise ou d'une société de promotion immobilière. Voilà. Il y a l'architecte. L'architecte, c'est, comme M. Gay l'a dit tout à l'heure, il est chargé de concevoir le programme, de concevoir pour vous le projet en collaboration avec le maître d'ouvrage, comme on l'a défini tout à l'heure. Il traduit les besoins de son client en plan et en dessin technique, tout en veillant à respecter les normes de construction et la réglementation en vigueur dans ce domaine, dans le pays où il veut réaliser le programme. Voilà. L'ingénieur, c'est l'ingénieur de structure. Il conçoit la structure porteuse du bâtiment. Il s'assure de sa solidité et de la stabilité. Il collabore étroitement avec l'architecte pour intégrer dans la structure, la structure plutôt dans la conception globale du programme. Donc, tout ce qui est sécurité, en tout cas en termes de structure, l'ingénieur est chargé de s'en assurer en collaboration avec l'architecte. L'entrepreneur général, il est chargé, lui, de la construction du projet immobilier. Il supervise les travaux sur le chantier, coordonne les différents corps de métier et veille au respect du calendrier et du budget. Alors, l'entrepreneur général, dans certains cas, le promoteur peut également être entrepreneur général.
Donc, on a décrit les métiers, mais le promoteur immobilier, il peut être également constructeur et jouer ces deux rôles-là. Voilà, mais c'est un choix. L'entreprise spécialisée, ce sont les professionnels qui interviennent dans tous les autres corps de métier, les corps d'État, comme les VRD, les voiries et réseaux divers, comme l'électricité, l'électrification, la ventilation, la menuiserie, la peinture. Voilà, ils sont souvent sous-traités par l'entrepreneur général pour réaliser ces travaux spécifiques au programme. L'économiste de la construction, dans le cadre des programmes que nous voyons régulièrement, voilà un peu le poste qui est le plus ingrat, enfin pas le plus ingrat, le moins usité, et pourtant il est très important dans un programme. L'économiste de la construction, il est chargé d'estimer les coûts du programme, de gérer le budget. Il établit les devis détaillés, suit les dépenses et s'assure que le programme reste dans les limites financières définies par le maître d'ouvrage. Donc, une fois qu'un cadre chiffré est déjà arrêté, l'économiste de la construction doit procéder un peu au pilotage et pouvoir donner les alertes quand il y a des dépassements, quand il y a des dérapages, afin de mener au mieux le programme et d'éviter les dérapages qui peuvent être nuisibles, qui peuvent être préjudiciables au projet sur le plan financier en termes de coûts. Le notaire, il intervient dans la phase d'acquisition du terrain. Vous avez pu le voir dans la recherche du site. Donc, que toutes les acquisitions doivent passer via un notaire pour sécuriser aussi bien le promoteur immobilier que ses futurs acquéreurs. Donc, le notaire, il se charge de rédiger les actes de vente, d'ouverture de crédit, quand vous avez des crédits au niveau d'une banque. Il s'assure de la conformité aux lois et réglementations en vigueur également. Donc, il est toujours recommandé de passer par un notaire pour les acquisitions, mais aussi pour les ventes. Voilà. L'agence immobilière, c'est la partie commerciale. Bon, c'est optionnel également. L'agence immobilière, elle peut être impliquée en amont dans la recherche de votre terrain, au moment du choix du site, comme vous pouvez le faire vous-même en tant que promoteur immobilier, mais il est également impliqué dans la commercialisation du produit fini, le logement une fois construit, ou de la parcelle à vendre. Donc, puisque là, un portefeuille de clientèle souvent demande le reste de foncier. Donc, il y a toutes les autorités administratives. À travers ça, il faut comprendre les autorités locales qui jouent un rôle dans l'octroi des permis de construire. Donc, il faut connaître tout ce circuit-là, le permis de construire, les autorisations de lotir, pour l'inspection de travaux en vue de la du respect de la réglementation en vigueur, aux règles d'urbanisme et de construction. Voilà. Dans ce cas-là, souvent, les promoteurs s'adjoignent les compétences d'un bureau de contrôle qui pourra justement faire ce travail-là, en tout cas s'assurer et valider toutes les étapes des travaux qui sont faits par le maître d'ouvrage et l'entrepreneur général. Alors là, on a voulu un peu faire une petite différenciation. Dans le cadre des programmes que vous avez différents postes. Donc, avant de procéder au calcul, sur quoi il faut calculer. Donc, une fois que vous avez fait votre option de programme avec l'architecte, donc est-ce que vous allez vers une construction verticale? Est-ce que vous allez vers une construction horizontale ou pavillonnaire? Donc, dans le cas des constructions verticales, je vais juste donner là un exemple des différents et les principaux postes à pourvoir. Donc, quand vous devez préparer votre budget, donc il faudrait que vous sachiez sur le foncier à combien devrait revenir le foncier, c'est-à-dire le prix d'acquisition auquel vous ajoutez les frais de notaire et tous les autres frais annexes, les frais de courtage que vous avez dû payer pour pouvoir acquérir le site. Donc, tous les frais en termes de prix de revient seront enregistrés dans le foncier. Donc, pour le poste de construction, c'est les devis des différents corps d'État que vous devrez mettre dans ce poste-là. Les équipements, pareil. Les honoraires, tout ce qui est honoraire que vous aurez à payer.
vous devrez le mettre dans les postes. Donc là, je vous ai donné un peu un exemple des postes que vous devez prévoir quand il s'agit d'une construction verticale. Quand il s'agit d'une construction résidentielle, comme des villas, donc là, même chose pour le foncier. Sur le foncier, vous devrez donc recalculer tout ce qui est prix d'acquisition auquel vous rajoutez les frais, en général, les frais d'ouverture de crédit, si vous avez eu à bénéficier d'un crédit pour l'acquisition du terrain. Si vous l'avez acheté, il ne s'agira que de rajouter les frais de vente et de mutation et de calculer tous les autres frais annexes. Les VRD, c'est les voiries et réseaux divers. Donc, vous devrez intégrer tous les devis de chacun des postes chacun des postes de voirie, comme la voirie, comme les réseaux, tous les réseaux divers. L'électrification a son devis, l'adduction d'eau, son devis, l'assainissement, ainsi de suite. Voilà. Donc, pour la construction, pareil, vous devrez avoir les devis des différentes constructions. En général, il faut le faire selon vous pouvez faire un devis global, comme vous pouvez détailler les devis selon les types de construction que vous allez faire. Si vous allez faire le TO2, le TO3, ainsi de suite, voilà, vous devrez prévoir tous les devis pour pouvoir vraiment l'intégrer dans vos calculs et avoir des estimations très, très, très pointues. Donc, les équipements, pareil, tout ce qui est équipement dans le site, vous devrez présenter et demander en tout cas les devis à vos partenaires. Les honoraires, nous l'avons dit tout à l'heure, il s'agit des honoraires de notaire et tout autre honoraire que vous aurez payé, comme les honoraires de bureau de contrôle, les honoraires de l'architecte, les honoraires des autres prestataires auxquels vous aurez fait appel. Donc, tous les honoraires devraient être dans ce poste-là. Ils peuvent être éclatés dans vos travaux. Nous le verrons tout à l'heure dans les différents exemples. Alors, donc là, je vous ai rassemblé un peu tous les ingrédients pour préparer le montage, le montage financier. Résumé, donc le montage financier vous permet de préparer les coûts prévisionnels, le compte d'exploitation et le prévisionnel de trésorerie. Alors, ça, c'est peut-être dans l'exemple du point de vue d'un banquier, comment est-ce que le banquier va voir tout ce que vous devez préparer. Et vous devez également, puisque vous avez à le présenter à un partenaire financier, il faudrait que vous sachiez également quels sont, en tout cas, les points que la banque va regarder. Donc, préparer les coûts prévisionnels et le compte d'exploitation. Vous devez procéder à l'évaluation de la rentabilité de votre projet, dégager le besoin de financement et structurer votre financement. Alors, pour préparer je vous ai détaillé plus tard, pour préparer les coûts prévisionnels, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les ingrédients qu'il faut. Pour évaluer la rentabilité, par quel outil vous devez évaluer la rentabilité de votre programme avant de le présenter au banquier. Et vous dégagez votre besoin de financement. Le besoin de financement, c'est le crédit auquel vous allez prétendre auprès d'un bailleur. Alors, pour pouvoir le dégager, il faudrait que vous puissiez faire le calcul par rapport à votre montage, à votre apport, le besoin. Et le besoin, il se dégage à partir de tous les intrants, les devis que vous avez pu avoir avec les différents prestataires qu'on a eu à collecter tout à l'heure dans les présentations. Donc, vous devrez procéder à une analyse financière à ce stade. L'analyse financière s'articule autour des points ci-dessous. C'est la composition des coûts à détailler selon les devis et proforma que vous avez reçus des intervenants. Donc, à ce stade, vous devez faire un peu votre budget. Vous avez reçu le devis de l'architecte, le devis des honoraires de l'architecte, oui, la facture. Vous avez reçu le devis du bureau de contrôle. Vous avez reçu le devis de l'entrepreneur général. Donc, vous avez estimé les calculs, les honoraires que le notaire va demander. Il s'agira maintenant de détailler dans un tableau votre budget pour pouvoir savoir à combien ce programme va vous revenir. À combien globalement? C'est ce qu'on appelle le coût global du programme.
à combien ce programme, en mettant tous les intrants, en mettant tous les coûts, vous agrégez tous les coûts pour savoir à combien ce programme va me revenir. La deuxième chose, ça vous permet de déterminer le prix de revient, le coût total du projet. Une fois que vous l'avez, vous pouvez, et dans ce coût total, il faut intégrer tout ce qui est coût de développement, l'acquisition foncière, la construction, les devis de construction, tout ce que vous avez dépensé pour avoir les différents permis, tout ce que vous avez payé pour avoir le terrain. Donc, dans ce coût global, à partir de ce coût global, vous pouvez déterminer le prix de revient de chaque unité de production. Donc, étant entendu que votre unité de production, c'est ce que vous avez choisi au début, est-ce que vous allez livrer des logements F1, est-ce que vous allez livrer des logements F2, et sur cette base-là, selon l'option que vous aurez choisie, vous avez les outils pour calculer le prix de revient de chaque unité de logement. Le tableau de prévisionnel de trésorerie est un outil également qui vous permet de faire une projection des flux de trésorerie sur la durée du programme, sur la durée de votre projet, en tenant compte des dépenses et des revenus. Ça vous permet d'estimer le besoin de financement réel en fonction des flux de trésorerie. Vous savez que quand vous faites un programme, les décaissements ne sont pas toujours linéaires. Donc, mais vous pouvez quand même prévoir les décaissements en fonction des différents marchés que vous avez signés. Je donne un exemple. Quand vous avez signé un devis de construction avec l'entrepreneur général, il vous demande dans le marché qu'il veut 20% d'avance de démarrage dès le démarrage du projet et qu'il sera payé selon l'avancement de travaux. Il va forcément vous donner donc comment il compte avancer dans ces travaux, quelles sont les différentes étapes de ces travaux et comment ces travaux vont être déroulés et sur quel délai. Et selon le planning de décaissement qu'il aura donné, le planning de déroulement des travaux, sur cette base, vous faites également votre projection de trésorerie. Voilà, donc c'est pour cela que c'est important de bien discuter avec votre entrepreneur pour avoir exactement son plan de décaissement. Ce plan vous permettra de réaliser votre prévisionnel de trésorerie et c'est également un outil de pilotage de votre projet que vous devez absolument avoir. J'espère que jusqu'ici tout va bien, vous me suivez. Alors, on se suit. J'espère que tout est clair jusqu'à présent. Alors, ici, le compte d'exploitation prévisionnelle, dans notre jargon CEP, j'ai voulu vous détailler ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il vous permet de connaître les recettes et les charges d'exploitation du progrès sur une période de développement projetée. Alors, à chaque fois que vous avez un programme, vous savez, une fois que vous avez fait les consultations nécessaires avec l'architecte et tous les autres partenaires, vous pouvez dire en réalité avec l'entrepreneur général sur quelle durée vous allez réaliser votre programme. Disons que vous vous dites, voilà, j'ai un programme de 2000, 3000 logements, je peux les réaliser en 2 ans, je peux les réaliser en 24 mois. Maintenant, il faudrait que vous puissiez, dans la durée projetée, dire quelles sont les recettes, quelles sont les charges d'exploitation et quand est-ce que vous allez les décaisser. C'est un peu ce montage. Il vous permet également, le compte d'exploitation, de déterminer la marge bénéficiaire et par là, la rentabilité du projet. Donc, c'est l'outil par excellence pour vous permettre de connaître est-ce que votre projet il est rentable puisqu'il permet la comparaison entre tout ce qui est charge et tout ce qui est recette, en tout cas, tout ce qui est produit, pour vous permettre de faire la différence et savoir si quels sont les produits qui sont rentables, quelles sont les unités qui sont plus rentables par rapport aux autres. Il vous permet d'étudier la sensibilité pour évaluer l'impact des variations des coûts et des revenus sur la rentabilité du projet. Donc, à chaque fois que vous avez votre compte d'exploitation, vous pouvez savoir
quel est l'impact en réalité de chaque fois. Vous savez que quand vous avez un programme, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des hausses de coûts entre peut-être l'étude et la réalisation. Et donc, vous devrez toujours réajuster vos tableaux. Et c'est là que vous pouvez mesurer quel est l'impact de ces variations en réalité dans votre programme. Il permet de connaître la rentabilité de chacun des produits si votre tableau est bien fait. Le compte prévisionnel. Vous avez donc les tableaux et comptes prévisionnels qui permettent d'analyser et d'évaluer la rentabilité de projet, d'estimer l'estimation des coûts de projet, le prix de revient optimal des unités, l'estimation des revenus potentiels et la détermination des marges bénéficiaires. Donc, ce tableau vous permet de connaître je vous donnerai un exemple tout à l'heure pour que vous puissiez avoir une bonne visibilité. Donc, il permet en mettant dans un seul tableau les différents éléments qui vous permettent les différents éléments de coût en tout cas qui permettent d'amener le projet à sa finalité et donc de pouvoir déterminer à partir du coût global comment l'éclater sur les différentes unités et vous permettre de savoir à combien revient un logement. Donc, ce tableau permet également de déterminer le besoin de financement, le tableau prévisionnel de trésorerie, et correspond aux plus forts besoins sur la période projetée. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un tableau qui fait une comparaison mensuelle des décaissements projetés et des encaissements projetés. Donc, sur une durée correspondant à la durée du programme, vous pouvez avoir tous les mois qu'est-ce qui est décaissé et qu'est-ce qui est encaissé. Vous planifiez les ventes. Je pense que vous avez pu le voir un peu avec l'architecte, ou peut-être on le verra dans le plan d'affaires, que tout est projeté en réalité. Tout va des projections de vente, tout va des projections de dépenses, mais évidemment, il faut en faire un outil de pilotage pour pouvoir savoir à tout moment dans l'élaboration de projet où est-ce que vous en êtes par rapport à ce que vous avez projeté et ajuster si nécessaire. Donc, le tableau de trésorerie, c'est la comparaison entre le flux de dépenses et le flux de recettes. Les flux de recettes étant les prévisionnels des ventes. Il permet de déterminer quel est le volume de crédit qu'il faudra solliciter auprès de la banque en intégrant les recettes, en intégrant les différents postes de coûts pour avoir le crédit optimal à demander à la banque. À partir de là, donc vous avez fait votre compte d'exploitation, donc ça veut dire que vous connaissez le coût global de votre programme. Vous avez fait votre compte d'exploitation, vous avez fait votre budget, donc vous connaissez le coût global. Vous avez fait votre compte d'exploitation, vous connaissez le coût réel de chaque unité de production. Vous connaissez votre marge bénéficiaire projetée. Vous avez déterminé la rentabilité. Maintenant, il s'agit de structurer votre financement. Donc, l'autre outil rapide, c'est le plan de financement. Il faudrait que vous puissiez déterminer comment vous comptez financer votre programme. C'est ce qu'on appelle le plan de financement. Le plan de financement décrit la situation financière optimale pour maximiser la rentabilité du projet. Il permet de déterminer si le promoteur devrait avoir recours à un financement et dans quelle proportion, en tenant compte de son implication financière. Vous savez que quand vous allez vers les bailleurs, il est beaucoup plus recommandé d'avoir une implication, d'avoir déjà avancé en termes de fonds propres, en tout cas, ou d'avoir prévu des fonds propres pour pouvoir se présenter au niveau de la banque. C'est beaucoup plus, c'est en tout cas recommandé. Donc, le plan de financement vous permet d'identifier déjà le coût global du programme, d'identifier les différentes ressources du projet, sur quelle base vous allez financer votre programme. Est-ce que vous allez faire appel à un financement des bailleurs? Est-ce que vous comptez financer la totalité de votre programme sur fonds propres? Est-ce que vous allez faire appel au financement des acquéreurs
ou est-ce que vous allez faire appel à des subventions pour parfois, j'ai prévu cette partie parce que quand vous faites un programme, par exemple, qui intègre le système environnemental, il y a des structures qui permettent d'avoir des subventions, en tout cas, ou des accompagnements, si vous avez impliqué ce volet dans votre programme. Donc, vous pouvez bénéficier parfois d'accompagnement de ce genre. Donc, le plan de financement vous permet de déterminer tout ça. Donc, je vais l'illustrer juste comme ceci. Donc, vous avez le plan de financement, vous avez vos utilisations et vous avez les ressources. Les ressources qui peuvent être votre apport, donc c'est l'implication personnelle du promoteur, les subventions que vous aurez reçues selon les spécificités de votre programme, l'apport des clients si vous avez décidé de faire appel à l'épargne ou en tout cas à l'implication de vos potentiels clients. Donc ça, par contre, ça voudrait dire que vous avez déjà identifié vos clients et qu'ils ont déjà été contactés et que leur solvabilité est déjà établie. Donc à ce moment-là, ce sont des clients qui vont commencer déjà à verser leur contribution et cette contribution est impliquée dans le plan de financement et dans la réalisation du programme. Et donc, de l'autre côté, vous avez donc les utilisations, donc les ressources et les utilisations. Ce sera le terrain, l'acquisition du terrain, si vous ne l'avez pas donné en apport, bien sûr, la construction, les devis de construction, les devis de VRD, les devis des équipements, les honoraires. Donc, la différence entre ces ressources et ces utilisations vont sortir votre besoin de financement. Donc, c'est ça le plan de financement. Quand vous avez, d'une part, les utilisations, forcément, les utilisations sont plus élevées. En réalité, si vous n'avez pas sur fonds propres, seront forcément plus élevées que les ressources que vous avez. Donc, c'est ça qui fait que, en dernier lieu, vous faites recours au crédit bancaire et donc, ça équilibre votre plan de financement. Alors, ça, c'est le plan de financement idéal. Mais au niveau des banques, nous avons... évidemment, il y a des coûts que le promoteur ne peut pas, il ne peut que estimer. Il ne peut que les estimer. Et ce qu'il faudra faire, c'est se rapprocher peut-être d'une banque pour savoir quelles sont les conditions d'accompagnement, pour pouvoir intégrer dans nos coûts. Parce qu'à ce stade, nous n'avons pas intégré, il y a une partie des coûts que nous ne maîtrisons pas, ce sont les intérêts que nous allons payer à la banque. Donc, à ce stade, même si le montage est équilibré par le crédit potentiel que nous allons demander, mais hors agios, ça veut dire que dans nos prix de revient également, nous n'avons pas peut-être intégré les agios. C'est la raison pour laquelle nous insistons, en tout cas au niveau bancaire, pour faire le tableau prévisionnel de trésorerie qui nous permet d'estimer le niveau des agios à intégrer dans le coût des constructions. Donc, à ce stade, vous avez un crédit, mais vous ne maîtrisez pas la totalité des coûts, en tout cas de ce crédit. Il faudra vous renseigner auprès de chaque banque pour avoir les conditions optimales d'accompagnement, faire les simulations sur la base de votre tableau de trésorerie. Donc, je reviens à comment vous devez structurer le financement. Donc, établir votre plan de financement, réfléchir à votre plan de financement et regarder ce qui est optimal et ce qui est beaucoup plus intéressant pour vous. Étant entendu que dans la plupart des institutions financières, si vous avez acheté votre terrain sur fonds propres, avec tous les intrants, si vous avez donné les avances à l'architecte pour le travail qu'on a décrit plus haut dans le module précédent, si vous avez payé le compte initial du projet, tous ces coûts peuvent être intégrés et considérés comme votre implication financière. Bien sûr, il faudra juste les justifier auprès des banques pour pouvoir les intégrer dans les fonds propres. Donc, c'est important à ce stade de bien structurer votre financement parce qu'une fois que vous avez structuré le financement, ça veut dire que vous avez bouclé le financement de votre programme. Et c'est important de boucler le programme. C'est un des gages de la réussite du projet immobilier, de bien structurer le financement et de s'assurer, en tout cas, de sa finalité en bouclant le financement. Alors là, je vous ai préparé, je vous ai donné un exemple réel. C'est un programme que nous avons réalisé. Et là, vous avez, dans le cadre de la préparation des coûts prévisionnels et du compte d'exploitation et du plan prévisionnel de trésorerie,
nous avons sur ce tableau-là préparé le budget pour nous permettre d'avoir quel est le coût de ce programme-là. Vous verrez que sur ce programme, le terrain, il a été acheté, il va être acheté en tout cas à 4, il coûte 4 milliards et le promoteur a déjà, en termes d'autofinancement, donné 516 millions. Ça peut être un apport en numéraire, parfois, mais ça peut être également, par exemple, quand il a préparé les études de sol, sur ce cas-là, c'était le cas, il avait déjà payé les frais d'études de sol avant qu'on puisse engager le financement, et ça, nous l'avons considéré comme autofinancement. Parce que je pense que, comme vous l'avez vu avec mes prédécesseurs, l'étude de sol est hyper importante quand vous allez faire le programme pour être sûr que c'est un sol sur lequel vous pouvez faire un programme. Donc ça, c'était une exigence que la banque avait faite. Et donc, on a demandé à ce qu'il nous assure par rapport à la qualité du sol. Et voilà, donc il s'est impliqué. Pareil pour les VRD. Donc sur le terrain, le coût global c'était 4 milliards, donc sur lequel il a un autofinancement de 516. Les VRD, donc ils ont été détaillés. En général, les VRD c'est les terrassements sur site, la voirie, l'adduction d'eau et l'électrification. Tout est éclaté et chaque prestataire a donné un devis qui est là. Sur ces VRD, nous constatons que vous avez en autofinancement 242 millions, comme vous le voyez. Donc, le promoteur a pris sur lui, puisqu'il a le matériel et les engins pour faire les terrassements. Donc, il a pris sur lui de faire une partie des terrassements. Le reste sera financé. Donc, au niveau construction, vous voyez les différents types que le promoteur a. C'est un gros programme d'ailleurs. Donc, le promoteur a prévu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 types de logements que vous voyez détaillés, avec sur chaque logement, les devis qui ont été présentés, en tout cas pour chaque unité de construction et pour chaque modèle. Vous verrez dans le budget les honoraires. Donc, les honoraires, nous avons les frais de fonctionnement, donc tout ce qui est petites dépenses qui ont été budgétisées pour prendre en charge peut-être des déplacements des équipes, le suivi, ainsi de suite. Vous avez l'assurance, parce qu'ils vont prendre une assurance peut-être décennale, une assurance risque de chantier et autres. Vous avez le bureau de contrôle, on en a parlé tout à l'heure, c'est un prestataire qui est chargé de s'assurer en tout cas de la sécurité, en plus de l'ingénieur interne, de la sécurité et de la conformité et de valider tous les process. L'architecte, le géomètre, les études de gestion suivies, c'est un poste qu'ils ont prévu par rapport à tout ça. Le notaire, l'étude de sol. Vous voyez que sur l'étude de sol, il est en autofinancement parce qu'on avait exigé à ce que ce soit fait. Donc, vous voyez également qu'il y a une avance qui a été faite à l'architecte, une avance qui a été faite au géomètre, et les frais d'études et autres ont été engagés par le promoteur. Donc, c'est considéré comme apport. Parfois partiel. L'étude de sol, donc les frais de dossier que nous avons décidé, en tout cas en tant que banque, de ne pas trop charger le promoteur. Parfois, ça facilite le financement. Les frais de bornage et les divers et imprévus. Donc, en général, il est recommandé de mettre un divers justement pour prévenir tous les aléas qu'on n'a pas connus. Je pense que on a eu l'exemple ces dernières années avec l'avènement de Covid et l'avènement de la guerre d'Ukraine, où les promoteurs ont vu entre les deux événements, pour ceux qui avaient en tout cas présenté les dossiers avant la Covid, ils ont vu les prix presque doubler, les prix des intrants presque doubler. Ceux qui avaient des postes d'imprévus ont pu faire face. Ceux qui n'avaient pas ont dû faire des réaménagements de budget et peut-être même se rapprocher des banques pour pouvoir faire face au surcoût. Voilà donc comment préparer un budget prévisionnel. Donc sur le montant sur la colonne du milieu, vous voyez que le programme global va nous coûter 28 milliards 500. L'autofinancement du promoteur est de 1 milliard 318. Par conséquent, je peux tout de suite dire, il a un besoin pratiquement de 26 millions et quelques. 26 milliards et quelques. Voilà. À ce stade, donc, une fois qu'on a
réaliser le budget, nous allons essayer de faire un tableau de trésorerie. Donc là, je vous donne juste les exemples et le concept et le principe. Peut-être que si on a le temps, si le temps nous le permet, on prendra un exemple simplifié pour voir qu'est-ce qu'il faut faire dans les tableaux de trésorerie. Donc le tableau prévisionnel de trésorerie vous permet d'éclater en tout cas tous les coûts qu'on a vus dans le budget en nombre de mois. Vous avez vu, j'ai mis donc chaque poste dans la colonne qui s'appelle lot avec désignation et je l'ai éclaté en termes de mois. En général, quand on fait son tableau de trésorerie, on se renseigne au niveau des banques. Vous avez vu, donc je me suis renseigné au niveau des banques, ils m'ont donné un taux d'intérêt de 8%. J'ai prévu plus tard comment calculer les intérêts, mais on va pas aujourd'hui, notre cours ne sera pas sur ça. Alors, donc, le programme, vous allez l'étaler du mois 0 au mois N. Donc, c'est vous qui voyez comment, sur quelle durée, sur la base des éléments qui vous ont été donnés par les techniciens, sur quelle durée vont se dérouler les travaux et en tout cas, sur quelle durée également vous allez demander votre crédit.